cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Bonjour, on est en entretien avec un guerrier. Cette semaine, on est avec le guerrier René Forget, propriétaire de l'école de Bois-des-Filions et de Rosemont. Bonsoir René. Salut Jérémy, salut Manuel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous deux? Ouais, merci oui, d'avoir super. accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que, Jay, vas-y, je te laisse partir ça. Écoute René, nous autres, on a ça commencé. On veut savoir d'où tu viens à peu près, puis où est-ce que tu as commencé ta formation en karaté, puis à quel âge, tout ça. OK. Je suis actuellement un des plus vieux étudiants de Kiyoshi Pierre Saunier. J'ai commencé le karaté en 90 à l'époque. Wow! Ouais, on s'entraînait en dessous du Giorgio. C'est vraiment, là, c'était sa première école. Ah ouais. 15 ans à l'époque. Et c'est ça. Donc, j'ai commencé en secondaire 3. Je me suis entraîné avec lui jusqu'en secondaire 5. Et j'ai fait le choix conscient, j'étais rendu ceinture brune, j'ai fait le choix conscient d'arrêter parce que je rentrais en technique policière. Puis, ben, je devais commencer à me concentrer sur d'autres études, là, un petit peu de judo, un petit peu de taekwondo. Beaucoup d'autodéfense, évidemment. Puis, ben, limiter le risque de blessure. J'avais lâché le football, j'avais lâché les arts martiaux pour... La plupart des gens qui commencent ces entraînements-là pour ces métiers-là, là, que ce soit pompier, que ce soit policier, finissent par prendre, même l'armée, finissent par prendre une petite pause là, pour les risques, pour pouvoir se rendre jusqu'à la fin de la formation. Fait que j'avais interrompu ma formation. Et puis, j'ai fait de la police pendant 4 ans. Tantôt, si vous voulez, on en reparlera de la police, là, mais Ouais. finalement, au bout de 4 ans, je suis tombé malade. J'ai engraissé, mon corps a mal réagi à un événement dans ma vie et j'ai pris 300 livres. OK. Ouais. Fait que j'ai continué à faire du karaté un peu par moi-même, un peu tout seul, un peu. Une fois de temps en temps, je retournais au centre Sanfuki pour me remettre à jour, me garder un petit peu en contact. Mais ça a duré une 10-15 d'années comme ça. Puis à un certain moment donné, j'ai reçu un appel. À toutes les années, Karaté Sanfuki fait un gala Méritas. Donc, chaque année, il y a un gala annuel où ils remettent des titres, les honneurs. C'est comme une espèce de bilan. Ben, ça le dit dans le titre, c'est un gala Méritas. Ouais. Et l'animateur, à la dernière minute, a eu un empêchement. Et on m'a demandé si j'étais capable de prendre l'animation de ce gala-là à pied levé. Ce que j'ai fait, évidemment, parce qu'entre la police et le karaté, je m'étais recyclé en humour. Fait que, OK. j'ai fait l'École nationale de l'humour. J'avais commencé à faire une carrière d'humoriste. Fait que j'étais allé animer le gala en 2016. Et j'ai recommencé à m'entraîner à temps plein. Et après ça, j'ai ouvert ma première école à Rosemont quand j'ai eu ma première ceinture noire. Pas ma première, ma ceinture noire. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'après ça, on monte en grade. Donc, quand j'ai eu ma ceinture noire, j'ai ouvert ma première école à Rosemont. Et puis, l'an passé, j'ai acheté Bois-des-Filions. Je sais qu'hier ou avant-hier, vous avez eu Ricardo. Ouais, c'est l'épisode qui est sorti mercredi, dans le fond, avec Ricardo Miranda. Parfait, Ouais. c'est ça. Fait que Ouais. c'était le propriétaire initial de Bois-des-Filions. Fait que je peux te dire que j'ai acquis 25 nouveaux étudiants, puis aujourd'hui, on est rendu à presque 100. Fait que, Wow! Oh! oui, non, Wow. oui, quand même. Ça va vraiment bien, là. En un beau, un an, ça, cette expansion-là? Oui. Oh, wow! Félicitations. Merci. Puis, Beaucoup de crédit qui va à Ricardo. Hein. Il a travaillé très, très fort. Puis il a quand même fidélisé. Je suis arrivé puis j'avais un noyau de 25. pur et dur, là, t'avais des fidèles. Là. Oui, très fidélisé, très, très fort. Évidemment, nous autres, la première chose qu'on a faite, c'est de tomber de satellite à pignon sur rue, ce qui explique une partie de la croissance, évidemment. Ricardo avait une école à temps partiel. Donc 2 jours semaine, qui était dans un local, dans une autre école d'un autre style d'arts martiaux. C'est toujours plus difficile quand tu n'es pas maître chez toi. Fait que, dans la ville de Bois-des-Filions, il y avait une SAQ. Fait que, ils ont déménagé. Fait que j'ai pris les anciens locaux. Fait que j'ai aussi profité de tout le monde qui venait chercher du vin et qui se trompait.
Je disais, non, mais j'en vends pas de vin, mais si tu t'inscrire. Il y a beaucoup de trafic. Je suis sur la Donc, tu as acheté l'école satellite pour la transformer en pignon sur rue. Exactement. OK, cool. Fait que là, dans le fond, en 2016, tu as recommencé l'entraînement. On peut-tu parler de ça, comment ça s'est passé? Parce que tu disais que tu as pris comme 300 livres tantôt. Oui. Tu as perdu tout ça avant d'ouvrir ton école. C'est ça? Oui, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoute, dans la police, en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans un petit village perdu au Lac-Saint-Jean. Et moi, j'étais policier à la fin des années 90. Ce qui veut dire que j'ai connu l'époque des postes temporaires, les conventions collectives avec des clauses orphelines. Puis ça commençait l'espèce de corruption là, que tout le monde dénonce, là, la corruption, la collusion, le scandale, la commission Charbonneau, tout ça. Moi, j'étais au début de ça. Fait que je travaillais dans un petit village, puis le boss est venu me voir un moment donné, puis il dit « Il faudrait que tu donnes l'étiquette et t'entends dans tes quotas. » Je dis « Qu'est-ce que tu veux que je donne? Il y a un stop dans la ville, puis il n'y a même pas 4 coins. » Mais il dit « Donne l'étiquette de vitesse. » Je dis « Quand tu m'as engagé, tu savais que je n'étais pas opérateur radar. » Il dit « C'est pas grave, ça. » Il dit « Donne l'étiquette. Si les citoyens contestent, on cancellera. S'ils ne contestent pas, on fait 100$. » Mais ça, c'est d'induire le public en erreur. C'est un geste carrément frauduleux. Fait que j'ai dit de manger de la merde. Fait que, non, pas dans ces mots-là. Puis vous, s'il vous plaît, mangez de la merde avec ça. Okay. Et là, il m'a dit, écoute, je te donne un ordre. Tu sais, j'avais 22 ans, j'étais peut-être un peu arrogant. J'ai dit, regarde, je m'ai réglé direct le débat. J'ai dit, mets-moi ça par écrit, je vais tapisser à la ville rouge. Il dit, je ne peux pas te mettre ça par écrit. J'ai dit, c'est exactement mon point. Si tu ne peux pas le mettre par écrit, tu ne peux pas me le demander. La discussion est close. Fait il m'a laissé aller, il m'a sacré patience, mais quelques mois plus tard, je me suis ramassé avec un dossier de ressources humaines de bullshit. Tu sais, tel jour, tu avais une tache de moutarde sur sa cravate, tel jour, ta barbe n'était pas faite. Fait que je suis parti un petit peu par la porte d'en arrière. Il m'avait comme montré le chemin de la sortie. Et cet événement-là, dans ma vie, je l'ai mal géré. Le jeu de mots poche, c'est de dire que je ne l'ai pas digéré. Ouais. J'ai commencé à développer une dépendance alimentaire. Je me suis pitché dans la bouffe. Puis j'ai engraissé de 300 livres dans la même année. Wow. Parce qu'essentiellement, c'était quelque chose que tu aimais, la police. Oh oui, écoute, c'était un choix de carrière que j'avais fait. J'avais décidé ça quand j'étais adolescent. C'était quelque chose que je voulais faire. Puis mon passage au Lac-Saint-Jean, c'était un passage transitoire pour m'en venir vers la grande ville, puis monter dans les échelons, mener aux enquêtes. Puis ça scrapait un peu mon plan de carrière, disons. Ouais. Puis je suis devenu un peu acerbe avec ça. Je suis devenu un peu aigri. J'avais commencé des études en droit que je n'ai pas fini parce que la discipline à ce moment-là m'écœurait. J'étais tout le temps en contact avec la même hypocrisie. Le même monde. Oui, c'est ça, le même monde, la même hypocrisie, la même... faites ce que je dis. Tu voyais un peu l'envers du décor, là. Oui, ben, j'étais dedans. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné... histoire pour histoire, à un moment donné, je me cherchais un job. Il y avait une annonce dans le journal qui demandait un doorman au Sky Pub. Là, il faut que vous reculiez. Là. On est à la fin des années 90. Je sais que Jérémy, tu n'étais probablement pas né. Non, c'est ça. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. C'est correct. Fait que le Sky Pub, c'est dans le village. OK. Moi, grandi à Saint-Eustache, pas trop, je veux dire, je ne suis pas complètement... nono sur les choses de la vie, mais je savais c'était quoi le village, mais j'avais vraiment jamais mis les pieds là, tu sais. Fait que, on va postuler. Je rencontre le gérant, puis il faut savoir que le village gay, ben, on appelle ça un village gay parce que c'est beaucoup d'entreprises qui desservent une clientèle gay. C'est un endroit névralgique pour la communauté gay. Fait que je rencontre le gérant, puis je lui raconte mon histoire, puis je lui parle de ma formation, puis comme quoi que c'est des années que je fais des arts martiaux, j'ai coupé ça avec une formation policière, puis que je suis capable d'intervenir sans avoir besoin de me prouver, puis tu sais. Fait qu'il me dit, puis là, à l'époque, écoute, je pèse 500 livres, là, fait que, tu sais, je peux lever un frigidaire à une main, là. J'étais fort comme un ours, c'était hallucinant. Aujourd'hui, la misère avait un trombone, mais bon, c'est pas... à l'époque, c'était quelque chose. Fait qu'il me dit, écoute, il dit, ta candidature m'intéresse beaucoup. Mais il dit, je peux pas t'engager. Je dis, pourquoi? Il dit, ben, visiblement, t'es aux femmes. Je dis, ouais. Puis, il dit, ben, c'est ça. Il dit, c'est une communauté un peu différente. Puis, il dit, j'ai pas vraiment le temps de commencer à te former sur les différences de mentalité. Puis que, bref, il dit, je suis pas sûr que tu vas apprécier de te faire pogner les fesses toute la soirée par des gars que tu connais pas.
Mais j'ai dit, si on s'arrête à ça, je dis, j'apprécierais pas de me faire pogner les fesses toute la soirée par des filles que je connais pas. Mais je veux dire, je reste un agent de sécurité. Je ne suis pas supposé me faire pogner les fesses toute la soirée. T'sais. Fait que je sors du. Fait que, finalement, ça se solde avec un refus bien poli, bien gentil. Je sors du Skype-Up, je me trouve sur Sainte-Catherine, en plein milieu du village gay. Puis là, je pars à rire. Mais je trouve ça drôle parce que j'étais un hétérosexuel qui vient de subir une discrimination. Je trouve, mais tu sais. C'est ironique, là. C'est très ironique. Puis encore, à un moment donné, c'est un retour du bateau. Puis il me l'avait bien expliqué. J'avais encore du chômage. Fait que c'était pas la fin de la vie. Fait que j'ai décidé d'en sourire. Un peu ma philosophie de vie de toute ma vie, c'est essayer de quand la vie t'envoie des citrons, tu essaies de faire de la limonade. Là. Fait que j'ai décidé de rire de ça. Et il y a un petit bout de monsieur, là, au bord de la rue, qui m'envoie la main. Dans Saint-Eustache, on s'envoie tout le temps la main. On est, je ne sais pas si vous avez grandi dans une banlieue, mais on est très, très, très cordial, très cordiaux. Fait que j'y renvoie la main. Il dit, attends-moi. Elle l'attend. Il traverse la rue, ça vient me voir. Il dit, excuse-moi. Il dit, je te trouve beau, puis je voudrais faire des choses avec toi. Et là, écoute, le gars mesure, je ne sais pas, 5'2" peut-être. Il pèse 112 livres en tenant une sacheuse dans les mains. Je veux dire, j'ai fait de l'ombre tout bord, tout côté. Il n'y a pas une place que le soleil est capable de frapper dessus. Là. Fait que je le regarde, je fais comme, écoute, je dis, je suis vraiment, sincèrement, je suis touché, mais non, je suis au fan. Qu'est-ce que je te dis? Je ne sais pas comment te le dire, mais non. T'sais. Et là, il se confond en excuse. Il dit, non, tu comprends pas. Il dit, c'est parce que je suis agent d'artiste. Puis il dit, je voudrais te représenter. Et là, je le regarde avec un point d'interrogation dans la face. Je dis, de quoi? Il dit, écoute, on voit pas ça souvent, une face de bébé, un baby face, sur un corps de Godzilla comme ça. Et là, je pars à rire, je dis, attends un peu, là. Je dis, si c'est une technique de cruise, tu viens de manquer ton coup, là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, t'as un baby face. J'avais 25 ans, j'avais l'air d'en avoir 15. Fait que, il dit, t'as une face de bébé, mais il dit, t'es immense, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Fait que, il dit, moi, je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Ça s'appelle du casting sauvage, puis je pense que je peux vendre ça. J'ai dit, amuse-toi. J'ai donné 2 photos, mon numéro de téléphone. Puis, Colin, tu étais vraiment un agent qui faisait du casting sauvage. Puis, il m'a trouvé des jobs. Puis, j'ai fait la première partie de François Morancy à Juste pour rire en 2002. Mais avec quoi? Avec cette face-là. Morancy, dans le temps, OK. Mais c'est quoi le show? Qu'est-ce que tu faisais? C'était des... c'est ça, OK. À chaque année, les animateurs de gala ont un numéro d'ouverture. OK? À ce moment-là, Morancy avait l'idée de faire un sketch où il se faisait remplacer sur scène. Je sais pas, écoute, recule des années 90, Manu, là, il y avait les entarteurs. OK, ouais. C'était du monde qui mettait des tartes à la crème puis il pognait des personnalités politiques. Je pense que Jean Chrétien s'était fait pogner, couper des parties à quelqu'un, là. Ou en tout cas, c'était peut-être pas rendu, mais les entarteurs, OK, ou les entartistes. Fait que la prémisse du gag, c'était que Morancy avait peur de se faire entarter puis qu'il engageait une doublure. Mais pour que la doublure soit drôle, ça prenait quelqu'un qui avait un écart de physique incroyable avec lui. Et là, on s'entend, là. À 500 livres, j'ai un écart de physique avec pas mal n'importe qui. J'ai un écart de physique avec tout le monde sur la planète. Tu sais, ils appellent ça des courbes de population. Je suis à peu près toujours dans un bout de la courbe. Ouais. J'engraisse, c'est pas de chance que je prenne juste 30 livres, j'en prends 300. Avant que quand j'en perds 300. Fait, finalement, ça se balance. Fait que, Morancy, c'est ça. Il voulait faire un spectacle avec une doublure. Fait que je suis allé passer l'audition. Puis l'audition, c'était essentiellement de compter une blague. Fait que je l'ai compté 5-6. Puis, tu sais, dans la police, une façon d'évacuer le stress, c'est l'humour. Fait que c'est pas peu fréquent d'avoir des contenus de blagues dans la police. Dans les métiers dangereux, là, c'est très fréquent d'avoir des gens qui racontent des blagues. Bon, aujourd'hui, on va dire des blagues de mon oncle souvent, mais ça reste que j'avais un répertoire d'à peu près 200-300 blagues à l'époque là, qui étaient ce qu'aujourd'hui on appelle des dad jokes, mais j'en connaissais plusieurs. J'avais développé le timing comique puis tout ça. Puis l'audition, c'était ça, c'était de compter des blagues. Fait que je suis monté sur scène, j'ai raconté des blagues, puis finalement, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « c'est avec toi qu'on veut travailler ». Ce qui a rendu le metteur en scène très, 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 très nerveux quand il a su que c'était ma première fois que je montais sur scène. C'est sûr. Ouais. Écoute, la première fois sur scène, j'ai 2200 personnes devant moi puis une caméra télé. As-tu travaillé ton stock? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous l'avez rodé? Oui. OK.
Ben, en fait, c'était du stock que François avait déjà testé. C'était de son stock qu'on recyclait parce que je jouais François. Fait que, Ouais. il n'y avait pas de problème au niveau. OK, donc il y avait vraiment. OK, fait que c'était pas un numéro écrit pour ça. C'était vraiment juste la prémisse de la tarte. Là, tu comptais une joke déjà écrite, puis là, pow, la tarte à la fin. Mais je l'ai vu, ce numéro-là, c'est drôle ensemble. Oui, c'est cool, hein? Fait que, Ouais, tu l'as mis sur Facebook, là, pas long. Puis, si un jour, ouais. ouais. Si un jour on l'écoute ensemble, Jérémy, là, je te dirais le moment exactement où je suis devenu à l'aise. C'est parce que je l'ai vécu. Là, fait que, puis quand tu l'écoutes, puis à un moment donné, tu sens mon stress, là, le trac, tu le sens, là, la première minute, puis à un moment donné, je raconte une joke, puis je pars moi-même à rire, puis là, après ça, j'ai un air d'aller. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ma première expérience. Puis de là est découlé l'école de l'humour après, j'imagine, quand tu as voulu devenir plus tête dans tes textes et tout ça. Ben, en fait, c'est qu'en sortant de là, le monde le savait, c'était ma première fois. Fait que, en coulisses, j'ai Patrick Groux, François Morancy, René Simard qui sont venus me voir en coulisses, me disaient écoute, tu touches à quelque chose, là, va faire l'école de l'humour, arrête de niaiser. Fait que j'ai décidé d'abandonner mes études en droit puis de m'en aller à l'école de l'humour. T'as-tu complété la formation à l'École nationale? Oui. J'ai diplômé puis tout. Puis, OK, cool. Oui. Mais écoute, j'ai gagné ma vie pendant une dizaine d'années en comptant des jokes de gros. Là. C'est mon gros mon gros shtick, c'était ça. Là, je veux dire, je parlais d'expérience. Je veux dire, je suis d'ailleurs, je ne sais pas, on parle de guerrier, là, mais tu savais que je suis le champion mondial du hula hoop? Non. C'est parce que coup, je l'avais enfilé, il ne descendait plus. Ben oui. Mais pour vrai, j'ai ri de ça, de mon obésité. J'en ai ri pendant plusieurs années. Là. Justement, mon agent m'avait envoyé faire une audition pour l'Ordre des chiropraticiens. Puis c'était justement ça. Le concept, c'était un concours de hula hoop. Puis il m'avait appelé. Écoute, il dit, c'est sûr que tu ne l'as pas, mais il dit, vas-y pareil, puis improvise. Puis je suis allé là, puis je me suis mis à niaiser avec le hula hoop. Puis écoute, il était coincé. Je faisais 72 pouces de taille. Je faisais 6 pieds de circonférence. J'étais aussi grand que rond. Que large, oui, c'est ça. Oui, ma ceinture était aussi grande que moi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de contrats comme ça en riant de mon obésité. Puis là, ben, si on jump à quand tu as commencé le karaté, comment ça s'est passé? En combien de temps tu as perdu ça, ce 300 livres-là? OK. En 2010, je me suis fait opérer. OK. J'ai eu une gastrectomie verticale. J'ai eu ce qu'on appelle une chirurgie bariatrique. Il y en a plusieurs modèles. Tu as le bypass, tu as la gastrectomie où on t'ampute une partie de l'estomac. C'est ça que moi, j'ai eu. OK. Parce que, écoute, l'obésité, à ce point-ci, c'est rendu considéré comme une dépendance. Pareil comme si j'avais été... René? René, on t'a perdu pour 2 secondes. Fait que peux-tu juste répéter ce que tu disais? Il n'y a pas de problème. Je disais que à ce point-ci, l'obésité est considérée comme une dépendance, au même titre que l'alcoolisme ou le tabagisme ou les drogues. Donc, j'étais rendu dépendant de la nourriture. Puis la porte de sortie de ça, parce que tu sais, tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter de fumer du jour au lendemain, mais arrêter de manger, c'est un petit peu plus traître. Je te dirais que c'est plus dur à arrêter. Fait que la porte de sortie, souvent, c'est d'agir avec un facteur extérieur, c'est-à-dire de limiter l'entrée. Puis moi, le chemin que j'ai choisi, c'est de me faire enlever une partie de l'estomac. Fait que je passais de quelqu'un qui mangeait dans un repas sans ailes de poulet. Oui, je viens de voir ta face. 1-0-0. C'est des ailes. C'est 4 assiettes familiales, là, une par-dessus l'autre, puis 4 dans l'assiette de mon chum. Tu sais, c'était assez épique. Là. Je veux dire, la serveuse ne la croyait juste pas. Mais c'est quand j'ai commandé le dessert qu'elle a vraiment paniqué. Mais bon, c'est ça. Je passais de quelqu'un qui mangeait 100 ailes de poulet dans son repas à quelqu'un qui en mange 4. Fait que tu as coupé les sources. Tu sais, tu n'as pas capable d'arrêter de manger. Tu as dit, je suis plus capable d'en absorber, puis ça va être ça. C'est ça. Exactement. Ça a bien marché après. Ça t'a pris combien d'années de perdre tout c'est 300 livres que tu avais perdu par rapport aux 200? Là, je suis rendu à 350. Donc, OK. Fait après ça, mettons, les premiers 200-300 livres, ça a pris combien de temps? Après 2010? Le premier 200 livres, là, c'est dans la même année. J'imagine qu'il y a une convalescence après l'opération. Oui. Après l'opération, il y a une convalescence. Mais moi, ce qui arrive, c'est que chanceux, malchanceux. Mon opération de 2010, c'est mal fini. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mon estomac n'a pas
rattaché comme il faut et je suis sorti de l'opération avec un trou dans l'estomac. Et puis, ce trou-là, évidemment, quand que je mangeais par la bouche, ben, je perdais des bactéries qui s'en allaient à l'extérieur de mon tube digestif, qui s'accumulaient en quelque part dans mon corps. Ben, là, ce qui était anciennement mon estomac. C'est dangereux. Non, ben écoute, j'ai fait des infections en répétition. Ah ouais. Entre 2010 et 2013, j'ai été opéré comme une trentaine de fois. En 2013, je suis tombé dans le coma parce que j'avais de la gangrène dans le ventre. OK. Ils m'ont gardé dans le coma pendant une semaine pour pouvoir me guérir. Fait qu'aujourd'hui, je totalise à peu près 44-45 opérations au total. Wow! Oui, non, ça a été... Je dis, ça n'a pas été une sinécure ou une marche dans le parc. Mais en fait, finalement, c'est ça. De 2010 à 2013, j'ai perdu à peu près ça, 300 livres. OK. 250, 300. Puis là, ça s'est stabilisé. Puis, en 2016, je suis tombé sur un nouveau médecin. C'est très drôle parce que j'avais essayé plusieurs hôpitaux, on s'entend. Là, je veux dire, le premier médecin, à un moment donné, m'explique que j'étais un cas difficile. Fait que quand tu te fais dire ça par un médecin, ben tu t'en essayes d'autres. Tu sais, fait que, Ah ouais. fait que je me suis promené un peu partout là, autour de l'île, dans différents médecins, dans les différents hôpitaux qui font de la chirurgie bariatrique. Puis, en 2016, je me fais une nouvelle infection. Et puis, c'est drôle, j'appelle ma mère, je dis « Bon, je m'en vais où là? » Je dis « Je t'ai rendu habitué à me faire hospitaliser. » Parce qu'à chaque fois, je me fais hospitaliser par coup de 2-3 mois. Fait que, elle dit « Va-t'en à Cité de la Santé, tu ne l'as pas essayé encore. » Fait que je m'en vais chez nous, je fais ma valise, j'arrive dans la salle de triage. L'infirmière, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là avec ta valise? » « Je n'inquiète pas, ils vont me garder. » Elle dit « C'est pas toi qui décide. » Je dis « Non, je sais que c'est pas moi qui décide, mais je dis « Veux-tu parier qu'ils vont me garder? » Comme je dis ça, le médecin rentre, il regarde mon dossier, il dit « Bon, envoie-moi ça dans les chambres. » Fait que je regarde l'infirmière, je t'avais dit qu'il me garderait. Finalement, j'ai passé 2 mois à Cité de la Santé, mais mon nouveau médecin, c'est ça. Il m'a dit, garde, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu pour réparer. Mais il dit c'est la seule solution qui te reste. Fait que de 2016 à aujourd'hui, j'ai reperdu un autre 100 livres parce que mon opération qui était déjà drastique est maintenant encore plus. Mon estomac est à peu près aussi gros que mon œsophage. Wow, OK. Là, c'est le contraire. Là j'ai des opérations pour dilater mon estomac. Mm-hmm. Je rentre une caméra dans le fond de ma gorge avec des outils pour pouvoir le faire agrandir. Et laissez-moi vous dire que depuis que je me fais rentrer des choses longues et dures dans le fond de la gorge, j'ai un tout nouveau respect pour ce que les dames acceptent de faire. C'est désagréable. Honnêtement, là, c'est désagréable. C'est clair. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendu à une quinzaine de dilatations qui ont fait. Mais là, c'est pas mal stabilisé. Je suis rendu à 200 livres. Ça fait 350 livres que je perds. Puis là, ben, pour revenir à ta question, donc en 2016, je ne suis pas encore à 200 livres. En 2016, j'étais encore à 280 à peu près. Okay? Puis là, ben, en débarquant de Sainte, parce que j'avais animé le gala, là, ça venait de me redonner la piqûre, puis je m'ennuie du karaté, puis c'est une passion. Puis, fait que Kiyoshi, écoute, il a grandi lui aussi. Là, je veux dire, quand je l'ai rencontré, il était ceinture noire 3e dan, c'était un sensei, là, c'est rendu un Kiyoshi, il est rendu 8e dan. Fait que j'annonce que j'aimerais ça revenir. Tu sais. Il dit, écoute, j'en prends plus d'élèves. À ce moment-là, il était déjà rendu une trentaine d'écoles, si je me souviens bien. Il dit, j'en prends plus d'élèves, mais il dit, je vais faire une exception pour toi. Il dit, c'était parmi mes premiers étudiants. Il dit, reviens. Fait que j'ai commencé à m'entraîner en privé. Je ne suis pas retourné dans une école. Tous mes cours à partir de là, c'était des cours privés avec le grand boss. Fait que j'ai progressé, évidemment, un petit peu plus vite que si j'avais été dans une école en cours de groupe. C'est une fois semaine, ben oui, c'est ça. Ah, mais tu avais quand même ta brune aussi quand tu es parti. C'est pas comme si tu n'avais aucune expérience des arts martiaux. Là, non, c'est ça, exactement. Là. On ne partait pas de scrap. Mais je suis quand même recommencé bleu parce que histoire de pas... rattraper les bases. Ouais, c'est ça. Puis je n'étais pas assez sûr que parce que c'est comme la brune, c'était juste avant de partir. Puis je n'étais pas assez sûr si je l'avais faite, si je ne l'avais pas faite. Vous savez c'est quoi le test? Ouais. Fait qu'on avait décidé tous les deux de repartir à bleu. Fait que, mais j'ai quand même passé de bleu à noir assez quand même rapidement. Je veux dire, je faisais 3-4 cours privés par semaine. Fait que j'ai fait mon test de ceinture noire en juin 2017.
Ouais. Je m'en rappelle, j'étais là. Oui! Moi aussi, j'étais là. C'était le fun. Oui! Oui, Ben, non, mais nous, on le faisait ensemble, Jay. On regardait pas Ah! l'examen. Oui, je m'en souviens. C'était le fun. C'était un bel examen. Oui, oui. C'était un très bel examen. Puis moi, c'est un examen qui va me marquer à vie. Ah, définitivement. Oui, et une des raisons, je sais qu'on ne peut pas trop parler du contenu du test, mais il y a une épreuve dans le test. Vous allez me dire qu'il y en a dans tous les tests. On va essayer de garder ça. Il y a une épreuve dans le test et écoute, pas que je tire de la patte, mais je reviens de loin. Okay? Au physique, j'ai traîné 500 livres pendant un bout de temps. Fait que le cardio, à un certain moment donné, il y a un peu plus de misère. Puis il y a une épreuve où je me suis donné, puis dans mes tests, vous me connaissez, les gars, je me donne. J'essaie de ne pas en laisser de côté. Fait que, à un certain moment donné, pendant l'épreuve, j'ai manqué de gaz. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Manu, tu étais peut-être pour moi. J'ai manqué de gaz. Puis, il y a quelqu'un comme Jérémy qui observait, qui encadrait le test, qui est venu me pousser dans le dos. À ce moment-là, c'était des petits moments roses dans la vie. Là, pour moi, c'est un de mes petits moments roses. C'est un moment qui marque ma vie où la solidarité entre deux hommes qui ne se connaissent pas, c'est un moment touchant. C'est un moment on peut-tu nommer la personne? Parce que moi, je trouve ça important de remercier les gens qui font ça. Oui, bien, Gabriel à l'Assomption. Et là, parce que tu me demandes, j'ai un blanc sur son... Gabriel Fournier. J'avais un blanc sur son Fournier, nom. Ouais, c'est ça. Senpai Fournier. C'est un élève à Chiane-le-Duc, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le gars, c'était un bœuf, c'était un monstre, c'est immense de tout bord, du côté. Mais lui, il est en shape, là, tu sais. Je veux dire, il doit peser 250, 280 livres, mais en forme, tu sais. Que lui, à un moment donné, se sente interpellé par qu'est-ce que moi, j'étais en train de traverser, puis qu'il sorte des rangs pour venir m'épauler, ça m'a vraiment... Ça m'a touché, honnêtement. C'est quelque chose qui m'a... mais je me rappelle de ta ceinture noire, tu étais encore en train de prendre du mieux. Parce que je me souviens quand peu importe la partie, là, mais moi, je le regardais, puis pas des frissons, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de détermination dans ton regard, puis t'avais pas l'air de vouloir arrêter. Là, non. Tu sais, dans les cours, c'est quelque chose qui est cher à Sun Fuki. On a des pensées philosophiques. C'était le cas en 90. Okay? Pierre Saunier a toujours eu dans ses cours des pensées philosophiques. Puis moi, adolescent, celle sur laquelle j'avais accroché, c'est 7 fois tombé, 8 fois debout. Okay? Je n'ai pas besoin de vous le nommer. Il y a un test de ceinture où ça vient utile, cette pensée-là. Puis ça m'a marqué. Okay? 7 fois tombé, 8 fois debout. Mais ça a aussi gouverné ma vie. Je veux dire, je vous l'ai dit tantôt, j'ai tombé 45 fois. Là, je veux dire, 45 fois, on m'a endormi. 45 fois, j'ai dansé avec la mort parce que, je veux dire, il y a 3 fois que mon cœur a arrêté. Je veux dire, à chaque fois qu'il t'endorme, tu n'es pas sûr que tu reviens. À chaque fois, je me couche sur la table d'opération, je fais des jokes avec les infirmières et je leur dis, on se revoit dans 10 minutes. C'est pas vrai, on se réveille 8 heures plus tard, mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que m'a perdre connaissance avant d'abandonner. C'est ça. Fait que oui, effectivement, comme ils disent en anglais, c'est a long road to recovery. Dans mon cas, moi, écoute, je suis en convalescence depuis 2010. Tu l'as souligné un peu, Jérémy, tantôt. Entre-temps, j'ai fait ma première puis ma deuxième Dan. Je veux dire, t'étais là, Manu, à deuxième Dan. Je veux dire, je suis encore celui qui revient le plus loin, mais je veux dire, je suis là. Ce qui est le fun, c'est que c'est ça, le karaté, ce qui est le fun, c'est que tu as une personne à dépasser, c'est toi. Exact. Fait que, mes ceintures, je les porte avec fierté, j'en ai pas honte. Puis, l'expérience aujourd'hui, l'expérience de vie fait en sorte que si j'ai besoin de défendre ma vie, je sais comment la défendre, je sais quel raccourci prendre, quand le prendre. C'est sûr que si je suis affaire à me défendre contre Jérémy, ben, je m'excuse Jérémy, mais je vais être beaucoup plus sale avec toi dans les 10 premières secondes qu'avec... Faut pas que tu laisses de chance, ouais. Non! Mais tu vas aller cheap shot? Non! Ah non, pas nécessairement cheap shot, mais je veux dire, je sais que si je te donne la chance de m'essouffler, en bout de ligne,
C'est ça, tu sais, je sais qui tu es, je sais à quel point tu es en forme, à quel point tu es fort, à quel point, tu sais. Fait que s'il fallait que je défende ma vie contre un gars comme toi, que j'ai ces informations-là contre un... c'est sûr que je pense, tu sais, le guerrier dans moi fait en sorte que je prendrais des raccourcis, tu sais. C'est drôle ce que tu racontes, ça me fait penser l'autre fois dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, on en a tellement maintenant, je perds le fil. On disait qu'on reconnaît souvent l'élève. À travers l'élève, on reconnaît le professeur. Tu sais. Puis l'anecdote que tu disais, qu'un élève à Chiane-le-Duc qui t'avait aidé pendant un examen. Et puis moi, c'est drôle, pendant mon examen de deuxième dan, une des personnes qui est venue me donner une tape sur l'épaule puis me donner un message, comme un genre de pep talk vraiment crucial là, pour moi, qui a été super important, ça a été Chiane-le-Duc. Puis je trouvais ça important que tu nommes la personne parce que moi, j'ai pris 5 minutes de mon temps après en revenant chez nous le soir puis j'ai dit « Hey, je vais y écrire. » Ça m'a vraiment trop marqué. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça a été vraiment important pour la suite du test puis pour, comme, dans le moment humain que ça me faisait vivre. Il a vraiment fait preuve de beaucoup d'empathie. Puis je trouve que dans la vie en général, on ne dit pas assez souvent merci aux gens pour ce genre de choses-là. C'est niaiseux, là. Puis quand j'ai écrit, tu sais, je me souviens, il m'a répondu « Hey, ça m'arrive jamais que quelqu'un me dise merci pour ça. Fait que merci beaucoup. » Puis c'est pour ça que je trouvais ça juste important qu'on le nomme parce que... Tu as tout à fait raison. Je veux dire, écoute, ce sont des moments marquants. Tu sais, là, c'est des grosses épreuves. Puis, d'être touché par un autre être humain, c'est d'être capable aussi de le dire. Ça fait en sorte que tu es une plus grande personne. Exact. D'être capable de dire merci, c'est d'être capable de se placer d'accepter que tu as été dans une position où tu as eu besoin d'un coup de main. Ça fait de toi quelqu'un de plus fort. Et moi, je te fais une autre parenthèse, là. Mais, je suis d'une génération où nos pères, je pense que tu as à peu près la même âge que moi, là, nos pères viennent d'une génération où on ne parlait pas de nos émotions quand on était un homme. Puis, mon père est tombé malade parce qu'il ne s'est jamais donné le droit d'avoir de la peine, il ne s'est jamais donné le droit de dire je suis faible ou j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Puis, il est tombé en pleine face. Ça m'a influencé dans ma vie, là. Puis d'avoir un autre, tu parlais de la pomme qui tombe à côté de l'arbre, avoir un autre guide dans ma vie ou un autre père dans ma vie, qui était mon sensei, mon instructeur de karaté, qui à chaque jour que je le croisais avait une pensée philosophique, qui était capable de me guider et de me donner des balises philosophiques. Moi, à 15 ans, j'aurais pu mal virer. Mais avoir cette verbalisation-là du désir de devenir meilleur, c'est ce qui a fait, c'est une partie de ce qui a façonné l'homme que je suis devenu. Définitivement. Jay, tu avais une question? Moi, ma question, dans le fond, c'était aujourd'hui, tu as 2 écoles de karaté, tu as passé par la technique policière. Qu'est-ce que ça t'a amené, ça, ton bagage de policier ou de comment gérer des situations à aujourd'hui gérer des groupes, gérer une école, des clients, tout ça, ou vice-versa? En fait, je te dirais que c'est plus vice-versa qui est l'influence première. Il y a une des pensées philosophiques dont on parlait tantôt, là, c'est pas nécessairement avec Pierre Saunier que je l'ai entendu ailleurs, mais sais-tu pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les roses sentent bon? Parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'elles sont belles. Okay? Fait que quand tu sais que tu es beau, tu développes d'autres qualités. Okay? Quand tu sais que tu es fort, tu développes d'autres qualités. Quand un policier sait qu'il est capable de se défendre, quand il sait qu'il est compétent, quand il sait qu'il peut venir à bout d'à peu près n'importe quelle épreuve physique, il n'a pas besoin de se prouver. Généralement, les abus policiers, les abus dans la police viennent de personnes qui ressentent un besoin de prouver que je vais avoir le dernier mot. Ah, le power trip, là. Mais oui, c'est très complexe, mais c'est souvent, ça part souvent d'une insécurité. Le syndrome de Napoléon. Oui, entre autres. Fait que moi, je n'avais pas ce syndrome-là. Je te disais avant la pause, Jérémy, que si tout le monde était dans un combat dans la vraie vie, que je serais obligé de prendre un raccourci parce que je sais que tu es en forme, puis je sais que tu es capable de m'essouffler. Puis bon. Mais à 20 ans, j'étais sportif. À 20 ans, je faisais des combats sportifs. J'étais comme un chat qui s'amusait avec une souris morte, là. J'étais vite, j'étais en forme, j'étais inépuisable, j'avais des réserves, j'étais souple, j'étais fort. Je disais, écoute, lever un char, je l'ai fait, moi, à 20 ans.
Fait que quand j'arrivais sur une scène, un appel qui était manifestement violent, mais je n'avais pas besoin de me chicaner avec les gens que j'arrêtais. Souvent, souvent, en parlant, j'arrivais à intervenir, à leur dire, écoute, je suis en forme, je dis, c'est sûr que je gagne ce combat-là. Si c'est pas physiquement, ça va être avec des armes intermédiaires. Si c'est pas avec des armes intermédiaires, ça va être avec mon gun, mais c'est sûr que je le gagne le combat. C'est ça que le monde, souvent, ont tendance à oublier. Là. Même si la fille, mettons, c'est une agente ou deux agentes, ils ont des tasers. T'es pas plus fort qu'un choc. Là, exactement. Puis tu parles de Kayed, moi je l'ai eu dans les yeux là, parce qu'on se le faisait nous-mêmes là, pour pouvoir savoir c'est quoi même. Fait que tu sais, je te dis, là, c'est incapacitant, là, c'est quelque chose. Tu sais, fait que le karaté a fait en sorte que je suis devenu un policier sûr de lui. Je suis devenu un policier confiant. Tu peux m'envoyer dans à peu près n'importe quelle situation. J'étais convaincu de pouvoir non seulement revenir, mais ramener ceux avec qui j'étais parti. L'inverse est aussi vrai. Comme j'ai défendu ma peau pour vrai, parce qu'on s'entend, là, ces situations-là, c'est des situations où j'étais vraiment en danger. Mais aujourd'hui, quand je fais des arts martiaux, quand j'enseigne des arts martiaux, mon enseignement est un petit peu teinté par le vrai. Je ne fais pas juste enseigner de la théorie ou enseigner... Mais c'est ça mon point, c'est que beaucoup de professeurs de karaté, c'est rare que tu aies bien en pratique ce que tu as appris. Là, ou donc, c'est pas arrivé des milliers de fois où c'est pas supposé. Là, exact. C'est quand même de la pratique, mais tu sais, comme en compétition, tu fais beaucoup de combats, mais tu sais, faire du point de fight, tu peux en faire pendant 20 ans, mais tu ne battras pas pendant 20 ans dans la rue. Là. Non. C'est deux mondes différents. Là. C'est deux mondes très différents. C'est deux objectifs très différents. Moi, je peux te dire que les contrôles articulaires qu'on apprend dans les écoles d'arts martiaux fonctionnent. Je sais que ça fonctionne. Je vais appeler ça, tu sais, dans le temps que les écoles de karaté, c'était du monde qui revenait de l'armée. C'était plus du monde comme ça qui donnait des cours de karaté, mais c'était plus aussi sévère. C'était du monde qui revenait de là. Mais l'expérience. Mais les techniques d'autodéfense qu'on enseigne dans nos écoles, elles fonctionnent. Mais oui. Sous réserve qu'elles sont bien faites, qu'elles sont faites avec conviction, puis que la personne qui l'exécute a une certaine adaptabilité. Je vais donner un exemple. Quand j'étais policier, à un certain moment donné, j'arrête un individu pour faculté affaiblie. Et le jeune homme, écoute, c'était un nain. Il mesurait 5 et 2, puis faisait 100 livres. Il était vraiment, ni grand ni gros, mais il était sur quelque chose. On n'a jamais su c'était quoi, du PCP, du crack, nomme-le, mais les contrôles articulaires ne fonctionnaient pas. On avait beau y tordre les poignets, tout bord, tout côté, il n'y avait rien qui faisait. Il ne sentait pas la douleur. Hein? Non. Fait que casser un bras, il s'en foutait. Puis, tu sais, quand tu es un homme bon puis responsable, ben tu ne veux pas en arriver là. Ouais, tu ne vas pas y casser, c'est ça. Mais non, ma job, c'était pas de le blesser. Au contraire, ma job, c'était de l'amener devant la justice avec tous ses morceaux. Fait que, comme les contrôles articulaires ne marchaient pas, se servir de sa tête à ce moment-là, c'est de ne pas commencer à frapper dessus. C'est sûr que si tu frappes dessus, puis tu n'as plus d'image, à un moment donné, tu as gagné. Mais ma vie n'était pas en danger. L'as-tu étouffé? Non. Okay. J'ai juste monté. C'est qu'au lieu de travailler sur les points de pression puis sur les contrôles articulaires au niveau des poignets, j'ai monté au niveau de l'épaule. C'est devenu une technique d'immobilisation. Puis après ça, j'ai été capable d'y passer les minutes. Mais il faut que tu sois capable de t'adapter. Si j'avais eu pas d'expérience de vie puis que le contrôle articulaire n'avait pas fonctionné, puis j'avais abandonné ça là, j'aurais été obligé d'en venir au cou. Fait que, tu sais, à la place, j'ai juste monté dans l'épaule, puis je l'ai immobilisé, puis après ça, je l'ai menotté. Ce qui est très drôle parce qu'il y avait déjà un bras cassé. Fait qu'il y avait un bras dans le plâtre. Fait que je n'étais pas capable de menotter l'autre bras. Fait que j'ai menotté un bras après son pantalon. Ah non, écoute, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont donné du fil à retordre dans cette carrière-là. Là. Mais lui, là, mémorable. Il n'y a rien qui faisait, il n'y a rien qui a marché avec lui. Là. Les points de pression ne fonctionnaient pas. Puis, tu sais, je ne voulais pas frapper dedans. Je disais, parce qu'à quelque part, à un moment donné, dans ces métiers-là, tu vas prendre une décision en une fraction de seconde que 12 de tes pairs vont juger pendant 30 années. Fait que, tu sais, comme je vous disais tantôt, à 20 ans, je faisais 280 livres de muscles. J'étais en forme, je faisais des arts martiaux. Fait que je n'en avais pas d'excuse pour casser le nez à quelqu'un. On partait avec la présomption que si je donnais un coup de poing à quelqu'un, c'est parce que j'avais abusé de ma force. J'étais capable d'aller autrement. Okay. Mais pour répondre à ta question, Jérémy, c'est ça. C'est que les arts martiaux
sais, on dit Sunfuki, un mode de vie. Dans ce cas-ci, c'est vrai. Si je n'avais pas eu ça comme bagage dans ma vie, j'aurais probablement été un policier beaucoup plus impétueux, beaucoup plus impatient, avec une mèche beaucoup plus courte. Tu sais, parce que quand tu es jeune et en forme, tu aimes ça, aller tester tes limites. Tu sais, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Et n'importe qui cherche ta place dans la chaîne alimentaire. Là. Ben, tu sais, puis le pouvoir corrompt. Je veux dire, il n'y a rien pour corrompre l'esprit d'une personne comme le pouvoir. Fait que, il y a une expérience. Puis ça, c'est en partie les arts martiaux, mais c'est là où la police, la formation de policier m'a influencé aussi dans ma vie. Dans nos cours pour nous préparer à la fonction policière, il nous parle il y a certaines études qui ont été faites dans le passé où tout le monde est relié à un électrochoc, puis tu peux décider de donner un électrochoc à quelqu'un. Okay? Puis l'expérience, elle est biaisée dès le départ parce qu'à un moment donné, il y a un électrochoc qui part, okay? Que c'est programmé. Il n'y a personne qui l'a lancé. La personne qui reçoit l'électrochoc a le choix se venger ou garder son calme. Et en quelque part, à un moment donné, c'est toujours la même personne qui reçoit le choc, puis à un moment donné, il finit par faire « Hey, je t'ai dit d'arrêter », et lui, il pèse sur le piton. Et là, l'autre reçoit un choc, puis là, lui, il en envoie un, puis finalement, tout le monde s'entrechoque. Ils ont repris ça, cette expérience-là, dans les Simpsons, dans les premières années. Mais c'est pour te dire que d'avoir le pouvoir de donner un choc à quelqu'un, c'est quelque chose d'excessivement grave. Fait que d'avoir le pouvoir de frapper sur quelqu'un, quand tu sais que tu es capable de passer ton poing ou ton pied à travers 5-6 briques ou à travers des planches de bois, ben, tu y penses à 2 fois avant de le passer à travers le nez de quelqu'un. C'est sûr. Définitivement. Puis, dans ton parcours, là, donc, c'est autour de 2016-2017 que tu as décidé de commencer à enseigner. Là, maintenant, vu que tu en as 2 comme moi, est-ce que tu fais ça à temps plein, j'imagine? Moi aussi, j'ai 2 jours. Ouais. Comme toi, maintenant, c'est vrai. On a tous 2, là, fait que c'est clair que tu fais ça à temps plein, tu n'as pas une job de jour. Là. Non, moi, j'ai les 2. Bon, je suis encore impliqué en humour. OK, mais ça va, là, c'est du part-time, tu peux organiser ton horaire, mais je veux dire, tu fais juste le karaté à part ça. Oh, non, je n'ai pas une job 9 à 5. Je travaille pas moins, mais je ne me réponds pas à personne. Là, non. Je ne vais pas dans une boutique de 9 à 5. Puis, OK. On se comprend. Je travaille, c'est ça. Mais par contre, je veux dire, tu sais qu'est-ce que c'est d'être travailleur autonome. Fait que on le sait tous ici. C'est ça. Tu as encore ton espace à toi. René, une page, me semble. Oui, René Forget. Un peu comme nous, notre podcast, là, tu sais. Exact, on a tous des petites affaires de côté au karaté. Là. Oui, tout à fait. Pour s'occuper de l'esprit créatif. En fait, moi, le karaté, c'était supposé être ma planche de sécurité. OK. C'était le métier traditionnel sur lequel je me retomber si l'humour ne marchait pas. Là, tu vois, je suis en train de prendre la période du COVID. On a un arrêt forcé, nous autres, puis on va être probablement les derniers à repartir parce qu'on a un sport de contact et de proximité. Fait que je suis en train de m'aligner sur, je vous donne un scoop, là, je devrais sortir dans la prochaine année un gag par jour en vidéo. Minimalement, là, je devrais sortir du stock. Si tu regardes, vous avez vu un peu mon bureau, comment est-ce qu'il est organisé. Là, un geek avoué, fait que je vais aussi faire des trucs sur le monde des super-héros, puis fantasy, science-fiction. Tu sais, je m'enligne sur... je vais toujours bien l'avoir vécu. Je vais aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Fait que je vais avoir 2 aventures. Je vais avoir l'école de karaté plus ce penchant-là de l'humour. Parce que, tu sais, je ne suis pas parti pour refaire de la scène non plus. Je veux dire, mes 2 métiers présentement, c'est des métiers qui sont affectés par la pandémie. Par la crise, fait que je suis en train de... Tu sais, que je vous disais tantôt, 7 fois tombé, 8 fois debout. Ouais, ça en a une autre fois, là. On n'a pas le choix. Je veux dire, je me suis assis à année, c'est ça. Je me suis assis à année, j'ai fait comme bon, j'ai 2 choix. Je suis triste, puis je me mets à stresser ou je prends les citrons et je fais de la limonade. C'est ça. Exact. C'est dans l'adversité qu'on voit son effort. Puis en ce moment, tout le monde a c'est un peu une chance-malchance. On a toute la chance de prouver qu'on est capable de se relever. Puis on a tout aussi la décision de pleurer et de faire « Oh, ben, c'est difficile, c'est difficile. » Ben, ça va bien aller. Mais de toute façon, puis y aller positif.
On s'entend en ce moment, ça sert à rien de paniquer. On est comme en période de guerre. En période de guerre, c'est une fatalité. Tu es dedans, tu n'as pas le choix, deal avec. Comme tout dans le même bateau, là. Exact. Si à tous les matins, tu te lèves en ce moment et tu fais « Oh, la vie est dure, je suis enfermé chez nous. » Hey, tu vas trouver le temps long, là. T'en as peut-être pour encore une couple de semaines, peut-être de mois encore, là. Tu sais, hopefully, ils vont nous réouvrir pour les 40 jours, là, mais je veux dire, à part de ça, mais tu sais, si ça peut apporter une lueur d'espoir aux gens qui nous écoutent, là, voici mon interprétation de tout ça. Ça ne pouvait pas tomber dans une meilleure époque qu'aujourd'hui. Je vous explique ce que je veux dire. Okay? Oui, on est comme en temps de guerre, mais on ne l'est pas. On ne manque pas de nourriture. On en manque pas. Il n'y a personne de nous autres qui va mourir de faim parce qu'on va recevoir l'argent de notre gouvernement. Il y a personne... Au Québec, en tout cas. Non, mais au Québec. Je te parle de nous autres. Là. Je te parle de toi, moi, puis voisins. Là. Nous autres, on n'en mourra pas. On va continuer à avoir accès. Écoute, on est en pandémie, puis on a l'électricité, on a Internet, on a... c'est une séquestration forcée, oui, mais on n'est pas isolé, on est en contact. Regarde, à la soirée, on est en train de jaser, là. La science est au-devant du problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le virus, on n'a pas encore la façon de combattre ce virus-là. Mais c'est la première fois qu'on a une pandémie mondiale, OK, qu'on a une chance de contenir. Toutes les autres avant, là, la peste, l'Ebola, la grippe espagnole. La grippe espagnole, qui est en fait une grippe américaine. Toutes ces pandémies-là se sont répandues parce qu'on n'était pas capable de s'appeler entre nous autres et de dire hey, « reste chez vous ». C'est la première fois qu'on est capable de dire sur la planète « reste chez toi, là, on va affamer ce virus-là ». Puis en l'affamant, on va finir par le faire mourir de faim, puis on va pouvoir passer à autre chose. C'est la première fois qu'on est capable de faire ça. C'est la première fois qu'on est capable de dire OK, nos business vont peut-être manger une petite claque. Tu sais, on a des dojos, mais on vit dans un État, le Québec, où on a un code civil qui dit que nos contrats doivent être gouvernés par la bonne foi, puis ils ne sont pas soumis à la force majeure. Moi, j'ai une clause dans mon bail où j'ai appelé mon propriétaire, j'ai dit j'invoque la clause de force majeure, fait que je ne paye pas mon loyer présentement, je ne perds pas d'argent. Lui, il est obligé de me dire effectivement, moi non plus, je ne paye pas mon loyer. Fait que personne ne paye leur loyer. Nos créanciers sont obligés de mettre ça sur pause. Tout le monde est sur pause. C'est ça. Il n'y a personne qui va sortir. Tout le monde, mais qu'on reparte le meter, on va tous le repartir à peu près à la même place. Moi, c'est sûr, ma business, ça va prendre, vous autres aussi, c'est la même chose, ça va prendre un petit peu plus de temps à repartir parce qu'on va être les derniers à repartir. Mais nos créanciers vont devoir faire preuve de souplesse parce que c'est comme ça que la loi est faite au Québec. Je ne rentre pas dans cette crise-là, paniquer à l'idée de fermer, puis je vais me faire saisir, puis tout. Moi, je me dis, je vais peut-être être le dernier à reprendre mes activités, dans les derniers à reprendre mes activités normalement, mais je vais arriver à la même place que les autres. Fait que, 7 fois tombé, 8 fois debout, la résilience. On va sortir de ça. Moi, j'ai un peu tout envisagé. Des fois, je suis vraiment pessimiste, puis je me dis, mais tu sais, même si je m'enlève tout, là, même si je perds tout ce que j'ai, moi, je me dis, je suis quand même là. Je joue un local, je repars, je me rebâtis. Je ne peux pas perdre ce que j'ai. Même si on perd tout, tu repars. Puis, gars, c'est de valeur parce que tu peux travailler depuis. Moi, ça fait presque 7 ans. Je monte mon dojo, c'est de valeur, tu repars zéro. Mais tu sais, au moins, on a encore quelque chose. Mais tu vois, Jérémy, cette émission s'appelle Entretien avec un guerrier. Oui, c'est ça. J'avais le mot guerrier dans la tête. J'avais chemin de guerrier. Entretien avec un guerrier. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, ma vie, là, mon plan à 22 ans, là, il était fait. J'étais pour être une police, j'étais pour monter d'un grade, j'étais pour jouir du même processus que mon père, me rendre à 50 ans, prendre ma retraite, puis avoir une fat pension. Mon plan, il a chié 15 fois à date. Là, j'ai fait des études en droit que je n'ai jamais utilisées. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir le diplôme parce que c'est super niaiseux d'avoir un diplôme en droit. Je ne dis pas que je veux manquer de respect à la profession, mais je dis, moi, j'avais une base en droit, puis pour moi, c'est stupide de ne pas avoir fait les examens. Aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai connaissances, mais je n'ai pas la diplomation. Tu as arrêté ceinture brune de droit. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est le bord d'avoir le barreau. Assez pour pouvoir botter les fesses à d'autres personnes qui ont leur ceinture noire, mais pas assez pour l'enseigner. Fait que c'est la même chose. Je suis tombé
plusieurs fois dans le passé, mais à chaque fois, je me suis relevé. Pourquoi? Parce que je continue à respirer. Tu sais, je veux dire, quand je me suis fait opérer en 2010, ça a tué ma carrière d'humoriste. Je faisais 200 shows par année, puis du jour au lendemain, je me fais opérer 200 jours par année. Fait que ça tue ma carrière d'humoriste. Je me suis adapté, tu sais. S'il fallait que le COVID vienne à bout de mon dojo, il viendra à bout de mon dojo. Il ne viendra pas à bout de mes connaissances, il ne viendra pas à bout de ma personnalité. Exactement. Il ne viendra pas à bout de qui je suis, de ce que je suis capable de faire. Fait que, non, ça, c'est... Sinon, les locales ne seront pas chers après ça. On va en pogner une coupe. Mais il va y avoir un vacuum, c'est sûr. Il va y avoir quelque chose qui va... Il y a déjà des choses qui sont en train de changer. Tu sais, moi, là, 6 mois, là, on ne recule pas si longtemps que ça, là. Il y a une femme à l'épicerie qui commence à manipuler des raisins dans les sacs. OK? 3 minutes avant, elle se fouillait dans le nez. OK? Moi, je suis une personne comme ça. Je suis capable de me défendre. Fait que j'y ai dit que c'était vraiment franchement dégueulasse, puis j'ai demandé d'acheter son sac. OK? Puis elle m'a regardé insulter, là. C'était la première fois qu'elle se faisait dire ça par un autre être humain, là. Tu sais, ouais. Puis ma blonde qui était à côté de moi vivait un très grand malaise. Mais ouais, mais on ne dit pas ça au monde. Tu viens de mais c'est effrayant que le malaise, c'est toi qui dénonces quand c'est clairement malaisant. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'irais puis je ferais comme mon gars. Puis on est tous là à le regarder. Mais c'est vrai que c'est eux autres, les bizarres, puis on devrait les pointer du doigt. C'est malaisé, là. Ouais. Fait que, après le COVID, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se met les doigts dans le nez. Puis... Non, mais même pas. Juste quelqu'un qui touche à des raisins. Tu vas les acheter, hein? Parce qu'aujourd'hui, je me présente à l'épicerie, puis la première chose que le monsieur apporte, parce que maintenant, on a des doormen à l'épicerie, que le doorman... la première chose que le doorman me demande, c'est « As-tu été en voyage? » Non. « As-tu des symptômes de grippe ou de rhume? » Non. OK. Suis les traces à terre, garde 2 mètres de distance, puis tout ce que tu touches, tu l'achètes. Fait que l'autre bord du COVID, on va avoir des habitudes sociales qui vont être améliorées. En tout cas, différentes à bien des égards. La madame qui se fouille dans le nez et qui touche aux fruits, c'est dégueulasse. Là, on est tous d'accord avec ça. Il y a des affaires que là, c'est intense parce que crème, il faut. Là. Mais, moi, ce que je suis content, basiquement, c'est que ça va relocaliser beaucoup de choses qu'on va vouloir ramener ici. Des choses qu'en temps de crise, on aurait besoin. Juste comme des masques ou du matériel médical, on va ramener du travail ici. Ça, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'on ne voudra plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre en temps de crise. Ça, j'espère. J'espère, parce que là, on a eu de l'air épais pendant une semaine ou deux. Là, il n'y a pas de stuff, là, tu sais. Hey, René, pour revenir à une note plus légère, parce que je ne veux pas déprimer les gens, là, c'est déjà assez déprimant tout ça. Les gens, ils ne voient pas là, en nous écoutant, mais ton mur dans ton bureau est rempli de BD. Tu en as parlé un peu tantôt. Tu es un geek assumé. Fait que, question rapide, réponse rapide, DC ou Marvel? Marvel. Ah, bouh, OK. C'est ça. On arrête ça. Non, mais attends un peu. Mais là, tu parles pour les films, pas pour les comics. Non, c'est ça. Okay. Dans le monde du cinéma, Marvel. Dans le monde du dessin animé, DC. OK. OK? Puis les animés. Tu te rattrapes un peu. Non, mais... je vais t'avouer que je tripais plus Justice League qu'Avengers. OK. Mais individuellement, je veux dire, je suis un grand fan de Batman, ça vous le savez déjà, mais j'accroche moins sur Superman, par exemple, qu'avec, mettons, Spider-Man ou, tu sais. Il y a des choses que Marvel a faites comme il faut. Par exemple, définitivement, le MCU est une réussite, là, on est tous d'accord là-dessus. Définitivement. Mais même avant le MCU, tu sais, Deadpool, c'était quelque chose de révolutionnaire, d'avoir un super-héros qui brise le 4e mur. On parlait tantôt de philosophie. Moi, dans mon dojo, j'ai amené une des règles philosophiques. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. J'ai expliqué ça à mes étudiants. Je vois Jérémy qui sourit, c'est parce que pour les auditeurs, s'ils n'ont pas la référence, c'est une des phrases clés de Spider-Man. Okay? C'est la phrase quand Uncle Ben il meurt. Ben, c'est ça. Il y avait de grands pouvoirs. Il venait de découvrir qu'il était Spider-Man. Il y avait de grands pouvoirs, puis il ne les a pas utilisés. Puis le criminel qui a laissé s'échapper a tué son oncle. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Fait que quand tu tombes ceinture noire de karaté, tu as un grand pouvoir, tu connais des choses,
mais ta responsabilité, c'est notamment de ne pas t'en servir pour faire du mal, puis pas d'attaquer le monde. Puis, des choses comme ça que j'enseigne. Mais dans le monde geek, c'est ça qui est. Dans le monde des super-héros, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as toute la panoplie de ce spectre-là de compas moral, du héros pur et dur comme Superman, qui est absolument un boy scout, jusqu'à l'anti-héros comme The Punisher, qui est vraiment là. Puis dans les méchants, c'est la même chose. Tu as le méchant qui pense que c'est lui le héros, puis tu as le méchant qui veut juste dominer le monde. C'est vraiment... ça a été longtemps que l'élite a levé le nez sur ce style-là de littérature. Et dans un des Comic-Con que j'ai assisté, il y avait quelqu'un qui disait « C'est actuellement le genre littéraire le plus complet et le plus complexe qui existe présentement. » Vraiment, il y a tellement de Easter eggs là, dans le monde des geeks, c'est débile, là, où la complexité de ce qu'on lit, ou les crossovers qui se font aussi, tout ça. Là, il n'y a pas ça dans aucun univers. Les références culturelles, non, c'est fou. On a gagné! On a gagné! Mais tu sais, la recherche que ça prend juste pour comprendre des concepts de physique, la science-fiction, puis je veux dire, on est toujours un petit peu pas loin de ce qui se passe réellement. Ça, puis le fait aussi que maintenant, c'est multimédium. Je ne sais pas si c'est ça, Jay, mais il y a une conversation, je te donne un exemple, il y a une conversation qui commence dans Agents of S.H.I.E.L.D. et qui se termine dans Winter Soldier. Fait que tu as des sauts qui se font de la télé au cinéma, tu as des sauts qui se font des pages à la télé ou des pages au cinéma. Puis, effectivement, tu as des références croisées. Ils sont même rendus, tu me demandais tantôt, DC ou Marvel, ils font maintenant des croisées entre ces deux univers-là. Ah ouais, ils en faisaient déjà avant, mais ouais, là, c'est clair qu'ils en font beaucoup maintenant. C'est fascinant. Écoute, c'est un monde... c'est un monde le fun. Moi je trippe. C'est comme tu dis, c'est assumé. Je veux dire, ça remonte jusqu'à Goldorak. Là, je veux dire, on voit Goldorak sur ton mur aussi. Ouais. Oui, effectivement. Là, je veux dire, j'avais 8 ans, puis j'écoutais. Puis tu sais, je veux dire, Jérémy, tu ne dois pas connaître ça, la Force G? Ça te dit quelque chose? Non, pas la Force G. OK. C'était des ninjas. M'entendez-vous encore? Oui. C'était des ninjas qui personnifiaient des oiseaux. OK? What? Oui. Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Battle of the Planets, mais le produit original s'appelle Gatchaman. C'est japonais. C'est comme les premiers mangas. Là, si tu veux, c'est l'ancêtre de Dragon Ball Z. OK. Moi, j'ai grandi avec ça. Là. C'est de ma génération. Là. C'est 5 ninjas qui avaient des attributs d'oiseaux, si tu veux. Là. Fait que, tu sais, de triper arts martiaux, de triper super-héros, ça remonte loin. Là. C'était une série qui remonte à 1980. Là. On veut tous être des ninjas. Hein? Avoue que ça doit être le fun. Ça doit être le fun, contrôler le feu, puis tout, c'est sûr. Moi, j'en ai une question d'abord. Préféré Spider-Man, il y en a 3, là, on s'entend. Lequel t'aimes le plus? J'étais encore un fan de Peter Parker, mais si j'ai besoin des gradés, je pars de Peter Parker, je m'en vais à 2099. Et après ça, je finis avec Miles Morales. Non, mais je veux dire Tobey, Andrew, puis Tom. OK, il fallait que tu précises ta question, là, parce que là, je me disais... Les vrais acteurs. Non, pas tous les animés, les acteurs, là, les 3 qui l'ont fait. Tom. Ah ouais, hein? C'est même pas un débat, là. C'est même pas... Tobey était mal parti. 1, il était trop vieux. 2, il n'était pas crédible. Puis 3, ils ont réécrit des portions charnières. D'animé, oui. Tu sais, que son webbing qui part de ses bras plutôt que ce soit lui, c'est toi d'araignée, que ce soit pas lui qui les ait inventés. C'était un crime de lèse-majesté. Il n'y a pas un geek qui a accepté ça. Parce que moi, j'avais pas trippé sur la première trilogie de Spider-Man, honnêtement. Je la faisais écouter à mon gars parce que je la trouvais enfantaine, justement. J'étais comme... C'est pour les enfants, c'était... Puis le crime qu'ils ont fait à Venom. Non, il était pas nice, Venom. Là. Mais c'est ça. Mais le plus récent, Tom Holland, lui, il nailed it là, tellement. Là. Il est pareil comme les comics. Il est pareil avec les petites blagues, tout ça. La même énergie. Là. Mais l'humour, oui. Ben, moi, j'allais dire, les gars, que je suis obligé de me mettre en faux puis de voter Andrew. Moi, je trouvais qu'Andrew,
Les films, le premier qu'il a fait était malade. Puis le deuxième film était raté, mais lui, comme Spider-Man, j'espère qu'ils vont faire un Spider-Verse en live action, puis qu'ils vont ramener Andrew avec Tom Holland, parce qu'Andrew, il était vraiment excellent. Je trouve qu'il était ils ont déjà parlé de ramener les trois. Oui, ben c'est ça qu'ils ont dit, mais tu sais, Andrew, il est plus jeune que l'autre. Il pourrait revenir encore, puis il y aurait la forme physique pour être capable de follow, là. Ouais, puis, je pense que ça serait vraiment épique de ramener Andrew avec Tom Holland pour elle. Sauf que c'est son univers, lui, qui était défectueux. C'est ça, le reste, les films étaient moins hot, mais lui, comme acteur de Peter Parker, c'est celui que je trouvais le meilleur des trois, même par rapport à Tom Holland. Tom Holland, s'il n'avait pas parti dans le MCU, il n'aurait pas été aussi big là, comme Spider-Man. C'est parce qu'il était le sidekick de Tony Stark, à mon sens, là, qu'il a pu kickstart aussi fort. Peut-être. Mais si tu me le permets, je vais m'en dire. C'est sûr que ça aide beaucoup. Je vais m'en dire des différents. I will beg to differ. Ouais, c'est ça. Pour moi, Tom Holland, écoute, là où il est supérieur un petit peu à Andrew, c'est que son parcours physique, tu sais, c'est un gymnaste, un athlète, c'est un danseur, il personnifie un super-héros. Il n'y a pas longtemps, il a fait un challenge de mettre son T-shirt à l'envers. D'ailleurs, j'aimerais ça vous voir essayer ça, les gars. Je vous lance le défi. Okay. Sur la chaise? Non, tu fais comme un push-up renversé. Tu as les deux pieds sur le mur et les deux mains par terre. OK. Puis il faut que tu enfiles un chandail. What? OK. Ouais, mais tu sais, moi, je te le dis très humblement, je pense pas que je suis capable. Fait que je ne l'essayerai pas. Lancez-moi pas le défi, je vais rester chez nous. On va regarder ça. OK. Donne-moi 10 minutes. Donne-moi 10 minutes. Comment? Donne-moi 10 minutes. Oui, ben c'est ça. Si j'avais à parier, je parierais que tu réussirais. Mais c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'Andrew Garfield le réussirait. Ouais, ben là, il n'a pas le même âge non plus. T'sais. Indépendamment, même à l'époque. Ce que je te dis, c'est que pour moi, puis en même temps, Tom Holland est plus proche au niveau du casting, il est plus proche au niveau de, tu sais. Puis, tu sais, la seule chose qui est pas bon, c'est sa matante, là. Ah, ben non! Arrête ça! De 25 ans. Hey, non, c'est pas un point fort. C'est pas un point fort. Marissa Tomei, là, elle a pas 25 ans, bro. Elle a genre 45, là. 50. Elle a 50 ans, man! Oui, mais elle se pose les cheveux blancs, là. C'est ça que je veux dire, là. Ben non, mais c'était ça le gag! C'est ça le gag, elle a 50 ans, puis Tony Stark la trouve cute. C'est ça qui est le gag. En fait, non, c'est parce que... Moi, je suis down. C'est parce que dans les comic books, effectivement, Tante May, elle a 80 ans depuis genre, c'est ça. 1964, là, tu sais. Fait que là, ils l'ont rajouté. Jeune, moi, ça m'a fait capoter. Non, mais là, c'est parce qu'eux, ils ont prévu le coup. Ils se sont dit, on veut la garder longtemps, on va faire plusieurs films, on va la caster à 50 au lieu de la caster à 70 puis qu'elle meurt après. Hey, je m'excuse, Manuel, là, mais c'est 56 qu'elle a. 56? Tu sais? Elle est née le 4 décembre 64. Ça fit là, dans le casting, je m'excuse, mais elle peut être ma tante, là. Oh, oui, ça, oui, mais on s'entend-tu qu'elle n'a pas le look grand-maman. Non. C'est ça qui était hot, là. Il dit, ils font un gag dans le premier film, ils disent, quoi, t'aurais préféré que je sois grosse ou que je sois vieille, de quoi de même, genre, là? Vieille, oui. J'avais tellement ri, là, en tout cas, c'était drôle. Bref, hey, les gars, on va terminer bientôt. Fait que j'aimerais ça, René, si tu pouvais nous donner peut-être les coordonnées de tes deux dojos avant qu'on se quitte. Bien sûr, le dojo de Bois-des-Filions est au 414 Adolphe Chapelot à Bois-des-Filions. C'est l'ancienne SAQ. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec le dojo, c'est le 438-397-3351 ou encore bois-des-filions en commercial karatesunfuki.com. Puis pour ce qui est de Rosemont, c'est une école satellite, donc elle se trouve dans l'école de... c'est pas vrai, dans le centre de sport de Ernst Larac, au 1822 des Carrières à Montréal. Puis les coordonnées pour nous joindre, ce sont les mêmes numéros, évidemment, sauf que pour l'adresse Internet, ce serait Rosemont en commercial karatesunfuki.com. Super. Donc, quand on va pouvoir sortir de ce damné confinement, les gens pourront t'appeler pour revenir s'entraîner.
Absolument. Puis, écoute, si vous avez le temps, là, sur ma page Facebook, sur renéforgette.ca, sur ma page YouTube, sur Blague à part, sur du côté humoriste, j'ai un numéro que j'aimerais bien que vous ayez la chance de voir. C'est un numéro que j'ai fait avec une autre humoriste qui s'appelle Martine Lécuyer, qui est un numéro de karaté. OK. Et vous allez pouvoir voir la différence de physique. Je pesais à ce moment-là 500 livres. Puis Martine, écoute, elle ne mesure pas 5 pieds puis elle ne pèse pas 100 livres. Est-ce que ce numéro-là, il est sur YouTube, René? Parce que je vais le mettre en lien en dessous de l'épisode, sur notre épisode YouTube à nous. Excellent, excellent. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faciles à trouver. J'ai un gag juste pour rire aussi dans l'époque où j'étais gros. Là, tu peux voir Fat Guy at the Gym. Okay. Je suis en train de m'entraîner. Fait que ça peut divertir un peu tes auditeurs. Là. C'est un petit peu de recherche. Il y a un numéro sur le karaté, un numéro sur la première fois que j'ai passé à Juste pour rire. On va mettre ça. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant. Puis je pense que les gens qu'on va écouter, en tout cas maintenant, te connaissent mieux. Puis c'est une histoire vraiment inspirante. Encore une fois, je pense qu'on les collectionne maintenant, les histoires. C'est vraiment cool. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de venir, surtout à cette heure-là. Là. Merci. Je reviens quand vous voulez, messieurs. Ça m'a fait immensément plaisir. Puis, lâchez pas le beau travail. Puis, écoutez, 7 fois tombé, 8 fois debout. Je pense que c'est ce qu'il faut en garder. Le mot de la fin. Yes. Bonne soirée. Bonne soirée, boys. Bye.